pense qu'il faut qu'on commence, sinon on commencera à la façon de Joe Rogan en plein milieu de la conversation, ça fera un peu bizarre. Kim Vichak, bienvenue sur Resilient.tv. Euh, Est-ce que je prononce bien votre nom? Oui, Chuck? Oui. C'est drôle, quand j'étais en Pologne, je me souviens qu'il disait Witchak, comme vous. Mais aux États-Unis, je dis Witsak, ce qui veut dire littéralement sac d'esprit. Mais oui, vous prononcez mon nom correctement. Très bien. Vous êtes conseillère au plan international sur la sécurité des médicaments et consultante en marketing et publicité. Vous dirigez une association, Woody Matters, et vous travaillez en tant que représentante des consommateurs au sein du comité consultatif sur les médicaments psychopharmacologiques de la FDA. Jusqu'à présent, c'est juste? Oui, c'est exact. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Non, j'aime bien dire que j'ai une carrière façon popcorn. Je fais un peu de ceci, un peu de cela. Et ce qui me passionne le plus, c'est mon travail de défense de la sécurité des médicaments. Je me présente souvent comme une activiste par accident, car je n'ai jamais choisi de militer pour la sécurité des médicaments. Mais parfois, ce sont les objectifs qui nous choisissent. Et c'est ainsi que j'en suis arrivée là. Et nous en reparlerons, j'en suis sûre. Mais c'est probablement ma plus grande passion, la sécurité des médicaments. Je pense que nous pouvons commencer tout de suite parce qu'en effet, vous vous qualifiez d'activiste accidentel. Donc quelque chose vous a transformé en une activiste. Et peut-être que vous pourriez commencer par partager votre histoire. Oui, absolument. Euh, Je n'aurais jamais choisi de m'engager pour travailler sur la sécurité des médicaments. Mais le 6 août 2003, il y a donc plus de 21 ans, j'ai reçu un coup de fil qui a littéralement changé ma vie. Mon père m'a appelé pour me dire que mon mari, depuis près de 10 ans, Woody, avait été retrouvé mort, pendu aux poutres de notre garage. Quelques mois auparavant, nous étions heureux en ménage, nous avions tous deux des carrières florissantes, nous voyagions, et en une seconde, je me suis dit, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma vie entière venait d'exploser en un coup de fil. Woody n'était pas dépressif. Il n'avait pas d'antécédent de dépression. Il venait de commencer le travail de ses rêves dans une start-up et il avait du mal à dormir. Ce qui n'est pas rare chez les entrepreneurs. Je ne sais pas ce qui en est pour vous, mais parfois au milieu de la nuit, je me réveille et ce n'est pas le signe d'une maladie mentale, mais Woody avait besoin de ses 8 heures de sommeil. Et il était du genre à s'être un peu tout cassé. Vous savez, ce profil type de l'athlète habitué les urgences. Si on se casse un os, on va chez le médecin. Et il avait l'habitude de confier sa santé au médecin. Il est donc allé chercher de l'aide auprès de son médecin généraliste, auprès du médecin qu'il voyait depuis des années. Et je n'oublierai jamais, Woody est allé le voir et son médecin lui a donné un petit paquet d'échantillons pour 3 semaines de traitement d'un médicament, le Zoloft, en lui disant que ça le soulagerait et l'aiderait à dormir. Et l'échantillon, il l'a ramené à la maison et il doublait automatiquement la dose après la première semaine. Moi, j'étais à l'étranger. C'était pour moi la période la plus chargée de l'année en production publicitaire. J'étais en Nouvelle-Zélande pour un tournage pour BMW. Et quand Woody a été mis sous ce médicament, j'étais même pas là pendant les 3 premières semaines de la prise. Et je suis rentrée à la maison et je n'oublierai jamais. Cela restera en moi jusqu'à la fin de mon séjour sur Terre. Et ça a aussi été un moteur. Quand je plonge dans certains documents, je n'oublierai jamais. J'étais impatiente de revoir Woody. Il est entré par la porte derrière. Il a laissé tomber son sac par terre. Il était trempé jusqu'aux os à travers sa chemise bleue. Il est tombé en position fœtale sur le sol et il disait « Kim, Kim, il faut que tu m'aides. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ma tête est hors de mon corps. Je ne sais pas si je peux gérer ça. » Il se balançait d'avant en l'arrière et moi, je n'avais jamais vu ce genre de comportement chez lui. Alors, j'ai fait ce que je savais faire à l'époque. J'ai essayé de le calmer.
On a fait du yoga ensemble, de la respiration, on a prié pour qu'il se calme, parce que je n'avais jamais vu ça. Il a fini par appeler son médecin qui lui a dit: «Oui, il faut attendre 4 à 6 semaines pour que le médicament fasse effet». C'était sa seule réponse à cette histoire de tête hors du corps. Et chaque nuit de la semaine suivante de la vie de Woody, il rentrait à la maison et tout tournait autour de ce sentiment dans sa tête. Je vais vaincre cette sensation dans ma tête. Que penses-tu de l'acupuncture? Je vais vaincre cette sensation. Que penses-tu de l'hypnose? Que penses-tu d'un chiropracteur? Il cherchait n'importe quelle solution contre cette sensation dans sa tête. J'ai de nouveau dû quitter la ville. Comme je l'ai dit, j'étais très occupée. Et je n'ai pas eu de nouvelles de Woody le matin du 6 août. Je l'ai appelé toute la journée et finalement j'ai dit à mon père: «Papa, rends-moi service, va voir si Woody s'est cogné la tête. J'ai peur qu'il ne dorme pas, j'ai peur qu'il se soit passé quelque chose». Et littéralement, ce coup de fil de mon père, c'était la toute dernière chose à laquelle je me serais attendue de la part de mon mari. J'étais, à cette époque, à ce moment-là, j'étais à Détroit et nous n'avions encore jamais remis en question ce médicament parce que finalement, il était approuvé par la FDA, n'est-ce pas? Et il lui avait été prescrit par son médecin. Il était présenté, il était vendu comme sûr et efficace. Donc, nous n'avions pas une seconde remis en question. Mais comment Woody est-il passé de l'insomnie à la tête hors de son corps et à la pendaison en 5 semaines à peine? 5 semaines. La nuit où Woody a été retrouvé, la médecin légiste a posé une simple question. Woody prenait-il des médicaments? Et le seul médicament qu'il prenait, c'était le Zoloft. Et elle a poursuivi en disant que je devais lui remettre le flacon, que cela pourrait avoir un rapport avec la mort de Woody. Et ça, c'est le point de départ. C'est le moteur qui fait qu'aujourd'hui, je défends la sécurité des médicaments et que je le fais depuis plus de 20 ans. Tout a commencé par quelque chose qui n'avait absolument aucun sens. Comment un homme qui adorait la vie, on prévoyait de fonder une famille, on venait de réserver notre voyage pour notre anniversaire, pour nos 10 ans, il pratiquait la course, c'était un grand coureur. C'est vraiment le début, la base de mon travail, de ce travail sur la sécurité des médicaments. C'est la raison de mon travail aujourd'hui. Donc sans cet appel, ce coup de fil de la médecin légiste, et vous avez aussi mentionné un article de journal de l'époque, sans ces 2 éléments, vous ne vous seriez pas posé de questions en fait sur ces médicaments. Non, pas au départ. Je pense que la légiste nous a vraiment donné, elle a posé cette simple question: quel médicament prenait-il? Et à ce moment, sans cela, je n'aurais jamais pensé aux médicaments. Pourquoi est-ce que j'y aurais pensé? Et je me dis toujours, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent de la même manière. Un médicament, c'est censé vous aider, pas vous faire du mal, n'est-ce pas? Avec le recul, je dirais qu'intuitivement, tout dans mon corps, dans ce que je ressentais, me disait: ce n'est pas possible que Woody se tue. Il y a forcément une explication. Je dis toujours, si quelque chose vous arrive, quelque chose qui sort littéralement de nulle part, qui n'a aucun sens, qui arrive soudainement, vous vous mettez tout de suite en mode investigation, comme si vous ne vouliez rien laisser au hasard. Je suis très reconnaissante à la médecin légiste d'avoir posé cette question. Parce qu'ensuite, nous avons été choqués quand nous avons vu en première page de notre journal local un article qui disait « Le Royaume-Uni trouve un lien entre les antidépresseurs et les suicides chez les adolescents ». C'est à partir de là que l'aventure a commencé. Et je remercie Dieu pour Google parce qu'on pouvait chercher. Bon, aujourd'hui c'est différent malheureusement, mais à l'époque on pouvait chercher sur Google et commencer à prendre connaissance de toutes ces informations. Et l'une des choses qui nous a le plus choqués quand nous avons commencé à nous pencher sur la question, c'est qu'on a découvert que la FDA avait tenu des audiences en 1991, c'est-à-dire 12 ans, 12 ans avant la mort de Woody, sur l'émergence de la violence et du suicide
en lien avec le Prozac. En fait, tous ces gens à l'époque se sont manifestés, ils ont raconté leur histoire et les membres du comité consultatif de la FDA, qui avaient tous des liens avec les sociétés pharmaceutiques qui fabriquaient ces antidépresseurs, ont tranché. Ils ont dit non, nous ne voyons aucun lien. Et bien sûr, quand vous regardez d'où provenaient leurs fonds, la FDA, elle, n'a jamais rien fait à ce sujet. Elle s'est contentée de dire à Eli Lilly, le fabricant, d'étudier les tendances suicidaires. Et je ne suis même pas sûre que la société l'ait vraiment fait, ou que la FDA n'ait jamais donné suite. Ce n'est qu'en 2000. Bon, maintenant regardez toutes les années qui ont passé. On a sur le marché le Paxil, le Zoloft. On les utilise pour les enfants de tous âges. Il a fallu attendre cette période charnière dans les années 2000 et en ce qui me concerne, en août 2003. À partir de là, c'est devenu un objectif pour nous d'obtenir que ces avertissements soient ajoutés. On pensait qu'on était bien informés, mais on était passé complètement à côté de ce risque, alors que la FDA, elle, était évidemment au courant. À cette époque, j'ai aussi réalisé que beaucoup d'autres familles avaient également perdu des proches. C'est devenu une véritable mission d'obtenir cet ajout d'avertissement sur le risque suicidaire pour ces médicaments. Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça a commencé directement avec l'avertissement sur la boîte ou est-ce qu'il y a eu des premières étapes une fois que vous avez commencé à suspecter cette relation de cause à effet entre l'antidépresseur et la mort de votre mari? Comment est-ce que vous avez commencé vos démarches? Comment est-ce qu'on commence dans une telle situation? Bien sûr, l'une des toutes premières choses que nous avons faites, même avant, nous avons commencé par des recherches. Et quand je dis nous, il s'agit du mari de ma sœur, de mon beau-frère et de moi. Honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais fait sans lui, mais on a commencé à faire les recherches sur tout. Si vous aviez vu la table de ma cuisine, on avait des classeurs pleins de papiers, plein de documents imprimés depuis Internet. On allait à la bibliothèque, on lisait les articles des journaux et on a commencé à rassembler toute cette documentation. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose à Washington. Moi, je vis au milieu des États-Unis. Mais là où le débat se déroule, c'est au sein de la FDA qui est à Washington. Alors, on a commencé ce que j'appelle la bataille pour Woody. On a rencontré notre représentant local au Minnesota. On lui a raconté notre histoire et il nous a présenté d'autres représentants à Washington. Euh, Même si nous n'étions pas dans leur district, on a commencé cette activité à Washington et on a aussi commencé à rencontrer ou parfois simplement à lire les articles sur ces autres familles qui avaient des jeunes enfants qu'il avait reçus, par exemple, après un déménagement parce qu'ils souffraient simplement d'anxiété. Et puis tout à coup, 7 jours plus tard, ils s'étaient pendus. De jeunes enfants qui se pendent dans leur placard. D'autres qui avaient juste une phobie scolaire. On a commencé à prendre contact avec toutes ces familles de victimes. Et on a commencé à parler aussi à différents cabinets d'avocats. On a constaté qu'un grand cabinet d'avocats à Los Angeles était le leader pour tous ces cas de suicide liés à la prise d'antidépresseurs. Et je n'avais jamais vraiment entendu parler de tout ça dans les médias avant. Je n'avais aucune conscience du problème, mais une fois qu'on en prend conscience, on commence à relier les points. Et puis euh, on comprend comment ça se passe. On allait en faire quelque chose. On a donc fini par leur apporter une partie de nos recherches à Washington. Et on s'est mis en relation avec... Bon, j'ai aussi appris quelque chose à l'international. Il y a des gens comme David Healy, par exemple, au Royaume-Uni, l'un des plus importants critiques dont on a entendu parler dans les articles de presse. Alors, on a commandé ses livres. Et on a aussi commandé les livres de Peter Breggin. Et je dis toujours aux gens, si vous voulez rencontrer quelqu'un, envoyez-lui un email. Ne vous découragez pas, parce qu'à ma grande surprise, David Healy et d'ailleurs aussi Breggin, ils nous ont tous les deux répondu. Et ils ont commencé à nous donner de plus en plus d'informations. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, faisons quelque chose. Alors, on a tenu des réunions avec la FDA, avec les principaux chargés de cette classe-là de médicaments. On a eu une réunion avec eux et c'est là que j'ai appris quelque chose qui est vraiment au cœur du travail que je fais aujourd'hui. Parce qu'ils m'ont dit,
Littéralement, moi je pensais que ça les intéresserait. Je pensais vraiment comment un type en bonne santé, sans antécédent de dépression, comment est-ce qu'il a été mis sous antidépresseur, en plus prescrit hors AMM, hors indication, comme j'ai appris, il n'avait pas été approuvé pour l'insomnie du tout. Comment est-il passé de en parfaite santé à la tête hors de son corps, puis à la pendaison en 5 semaines? Moi, j'aurais pensé que ça les intéresserait. Mais les représentants de la FDA nous ont littéralement dit, pendant cette réunion, on n'a jamais vu ça. Ça ne se produit pas dans les études cliniques en double aveugle contrôlées par placebo, donc c'est juste une anecdote. Nous avons présenté d'autres familles, mais ils les ont également qualifiées d'anecdotes. Et moi, je me disais, mais attendez, ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des vraies personnes, des vrais membres de vraies familles. Ce sont des maris, des femmes, des enfants, des tantes, des oncles. Attendez, vous plaisantez là, ces gens, ils ont un nom, ils ne sont pas des anecdotes. Évidemment, ça n'a fait qu'augmenter ma détermination, ça m'a gonflé à bloc. Finalement, la FDA, en large partie aussi grâce à la pression qui venait du Royaume-Uni, a fini par ajouter ces avertissements. Elle a aussi enquêté en même temps, qui examinait ces effets des antidépresseurs chez les enfants. Et la FDA a organisé des auditions, un peu comme celle de 1991, et on a pu tous se réunir dans le cadre d'un forum public ouvert. Et les familles avaient chacune 3 minutes pour raconter leur histoire. Et ça a vraiment été un point de départ. On dirait a posteriori que le chemin a été assez facile, mais en réalité, il a fallu une très forte volonté, une très forte volonté d'agir pour faire face à ce qui s'était passé. Quand vous êtes plongé dans le chagrin, vous cherchez un sens à ce qui vous arrive. Et j'ai le sentiment que ça peut faire partie du processus de guérison. Agir pour que ce qui est arrivé à l'être aimé n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Bon, cela rend en quelque sorte la mort, le deuil un peu plus facile, parce qu'encore une fois, si ça peut arriver à Woody, alors ça peut arriver à n'importe qui. Ça va donner du sens à un événement qui est tellement injuste et absurde en lui-même. Cela lui donne un certain sens aux yeux du monde, finalement. Parce que c'est vrai que c'est une situation universelle. N'importe qui pourrait se retrouver dans la même situation que vous. C'est quelque chose qui est complètement imprévisible. Oui, oui, et comme vous l'avez dit, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Et je crois que c'est là que je dis que le but m'a choisi d'une certaine manière. Peut-être que c'était mon destin d'être une voix pour ces familles, d'être un moteur à l'action. Je n'avais pas d'enfant. Alors bon, je me suis lancée. En quelque sorte, c'est devenu mon enfant. L'héritage que je voulais laisser suite à la mort de mon mari. Je peux faire quelque chose de sa vie. Notre vie s'était effondrée, mais si au moins je pouvais faire quelque chose, Dieu m'a donné cette capacité de parler, il m'a donné cette capacité de ne pas abandonner. Et encore une fois, quand il vous arrive une chose tellement, tellement injuste, en sachant qui était mon mari, qui était Woody, il ne pouvait pas juste s'en tirer comme ça. Et c'est ce qui est bien dans cette bataille pour Woody, c'est que je travaillais aussi avec les médias. Personne ne pouvait m'arrêter. Je me suis dit, après tout, je sais comment fonctionnent les médias, c'est mon métier. On peut utiliser l'histoire de Woody pour qu'une autre famille, parce qu'en 1991, j'étais à l'université, je ne prêtais pas attention, je ne savais rien de tout ce qui se passait à la FDA. Personne que je connaissais n'était sous Prozac, personne n'avait de problème dans notre famille. Si je pourrais donc utiliser les médias pour raconter l'histoire de Woody, c'était un angle d'attaque. Les médias, comme je l'ai dit, le procès ensuite, euh, il faut un sacré cran pour poursuivre une compagnie pharmaceutique. Mais j'avais des avocats extraordinaires qui avaient, pendant tout ce temps, depuis longtemps déjà, ils avaient effectué leurs propres recherches. Ils se plongeaient dans les dossiers de Pfizer. Ils suivaient ces dossiers. Ils examinaient ces documents depuis des années. Les entreprises n'aiment pas du tout les procès, parce que vous pouvez, dans le cadre d'un procès, accéder à leur dossier.
Or, certains de ces documents mentionnaient cette question de tête hors du corps. Quelqu'un de l'agence sud-africaine, l'équivalent sud-africain de la FDA, avait écrit au directeur médical de Pfizer en parlant de ces plusieurs médecins qui avaient noté que les patients se plaignaient d'être hors de leur tête. Et ça se passait avec une dose de 50 mg, exactement comme Woody l'avait vécu. Et Pfizer répond alors: Oh, ça arrive avec tous les SSRI. On ne sait pas pourquoi. Quand ils ont commencé à me montrer ces documents, ils ont travaillé vraiment très dur et nous avons eu, heureusement, un très bon juge dans mon affaire. Il a ordonné de divulguer ces documents car pendant des années, Pfizer avait soutenu qu'il s'agissait de secrets commerciaux. Je suis sûre qu'il s'agissait effectivement de secrets commerciaux puisque ça dissimulait quelque chose au public. Le juge a publié tous ces documents. Il a ordonné leur publication. Et donc, j'ai pu les utiliser. Et croyez-moi, nous avons bien ri, si j'ose dire, parce que nous avons apporté les classes remplies de tous ces documents à en tête de la FDA, à en tête de Pfizer, avec des emails également de Eli Lilly. Et quand vous commencez à examiner tout ça, on ne croit peut-être pas à mon histoire individuellement, mais quand vous le lisez sur leur papier à en tête et que vous faites le lien, il devient absolument impossible d'ignorer ce qu'on a vu, ce qui a été fait au public et aux patients. Quelle a été votre première réussite? Parce que je pense que vous et ceux qui vous ont rejoints, vous avez remporté ensemble plusieurs victoires au fil du temps, en plusieurs années. Quelle aura été votre première victoire importante? Je dirais que l'une de nos premières victoires, ça aura été cet avertissement encadré de noir qui a été ajouté sur les emballages des antidépresseurs pour enfants en 2004. C'était une victoire car les parents étaient obligés de médicamenter leurs enfants, de leur donner ces produits sans information correcte. Ça, c'était une victoire. Mais à mon sens, ça n'allait pas assez loin du tout. Après tout, Woody avait 37 ans et cet avis, lui, n'était destiné qu'aux moins de 18 ans. On a donc continué à faire pression sur la FDA pour que l'avertissement s'applique à tous les âges. Et finalement, la FDA a relevé l'âge de l'avertissement à 24 ans. Mais certains documents internes de l'entreprise montrent, la FDA ne l'avait pas vu, mais il existait des documents de Pfizer au Royaume-Uni qui montraient que les taux de suicide les plus élevés se produisaient entre 1 et 30 jours à 50 mg et chez les gens entre 30 et 40 ans. Et ces cas, 3 cas documentés étaient 100% similaires à celui de Woody. Donc on a vraiment essayé d'y travailler. On a réussi à étendre cet avertissement jusqu'à 24 ans, mais nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions absolument pas compter sur la FDA pour faire son travail. On a donc tenu une grande conférence de presse et c'était avant les réunions du comité consultatif de la FDA. Les médias pouvaient venir écouter tous les experts. Mais pour ce qui est de ces experts, j'ai appris que la FDA choisit soigneusement ceux qui participent à ces réunions. Et tous ceux qui pourraient avoir un point de vue différent, un point de vue critique, surtout quand il s'agit de la sécurité et des risques, ils ne disposent pas du même temps de parole à la FDA. On leur accorde 3 minutes, comme cela a d'ailleurs été le cas pour moi. Alors on l'a fait, je pense que c'est une victoire parce qu'on a organisé une conférence de presse, on a invité tous ces experts au National Press Club et ils ont pu faire un exposé sur le fait que l'avertissement devrait s'adresser à tous les âges afin que les médias gardent ces informations à l'esprit quand ils se rendraient ensuite au comité consultatif de la FDA. Et ça, je pense que c'est une victoire. Une autre victoire, et ça, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, la FDA a œuvré activement contre les familles qui intentaient des procès. Elle avait nommé une personne, enfin, le président Bush, à l'époque, avait nommé comme avocat en chef le chef du service juridique de la FDA, et ceci sans l'approbation du Congrès, un monsieur qui venait de l'industrie pharmaceutique. Et il intervenait dans tous ces procès privés, et c'est lui l'architecte principal derrière ce qu'on appelle le mémoire de préemption, qui revient en gros au fait que la FDA intervenait dans tous ces procès privés avec un mémoire d'amicus, un terme technique juridique, un mémoire d'amis de la Cour.
Concrètement, la FDA donnait aux juges de ces tribunaux son propre point de vue en disant que même si l'entreprise pharmaceutique acceptait qu'on ajoute un avertissement, nous, la FDA, nous rejetons l'ajout de cet avertissement et nous sommes l'autorité en la matière. En fait, les gens ne savent pas que ce type qui était entré à la FDA grâce à Bush avait déjà reçu 300 000 dollars de Pfizer. Et nous avons contribué à révéler ce scandale. Maintenant, Dan Troy a quitté la FDA, mais c'est un peu tard, le mal avait déjà été fait. Et ils ont essayé, croyez-moi, Pfizer a essayé d'utiliser ce procédé dans mon affaire à 2 reprises. Alors Dan Troy est parti, mais en fin de compte, c'est là que j'ai découvert le concept, ce qu'on appelle les portes tournantes. Dan Troy est retourné dans l'industrie et est devenu, sans surprise, conseiller juridique principal de GlaxoSmithKline. Donc pour moi, c'était une grande victoire parce qu'on a démasqué ce type nommé par Bush qui intervenait dans un grand nombre de procès de la part de familles victimes et qui savait très très bien ce qu'il faisait. Quoi qu'il en soit, j'ai le sentiment que c'est une victoire. Mais en fin de compte, quand je regarde avec le recul 20 ans plus tard, que j'entends toujours et encore parler de ces suicides, mon sentiment est que j'aimerais vraiment que tous les âges soient mis en garde contre ces médicaments. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, aujourd'hui, c'est toujours malheureusement seulement jusqu'à l'âge de 24 ans. Évidemment, il y a beaucoup de gens très connus, même récemment, dans la famille royale au Royaume-Uni, dont l'enquête sur la mort de son mari a également conclu que c'était à cause des médicaments. Et pour moi, ces médicaments, peu importe que vous ayez 24 ans, que vous ayez 12 ans, que vous ayez 18 ans, en fait, tous les âges devraient être avertis. Tous les âges, toutes les familles devraient avoir cette information, savoir ce qui peut se produire quand on prend ces médicaments. Oui, j'ai lu aujourd'hui un article dans un journal britannique, je crois que c'était The Independent, c'était à propos de Thomas Kingston, je crois. C'est juste? Oui, Il a eu une réaction indésirable au citalopram, qui est aussi un SSRI, et c'est le même type de médicament que prenait votre mari. Dans l'article, il mentionne aussi que la MHRA, donc la FDA britannique, examine actuellement plus de 30 antidépresseurs en raison d'un lien potentiel avec le suicide. Donc en effet, 20 ans plus tard, la même chose peut toujours arriver à d'autres personnes et nous ne recevons toujours pas les informations appropriées, adéquates sur les risques de ces médicaments. Pour quelles raisons? J'ai évidemment ma petite idée sur la question, mais à votre avis, pourquoi ce problème persiste-t-il? je pense qu'il s'agit d'un gros problème systémique. Il y a beaucoup d'argent qui sert à protéger la réputation de ces médicaments. Et il représente la solution, on peut dire, simple et rapide. Voilà une pilule, vous la prenez, vous êtes triste, vous prenez la pilule. C'est l'une des plus grandes boîtes à outils, c'est le principal outil de la boîte à outils qu'on peut donner directement à quelqu'un. Et ensuite, c'est aussi l'argent qui parle. Je pense qu'ils ne veulent pas, et quand je dis ils, je parlais du système en général, ils n'aiment pas parler des dommages et des risques. Il veut se protéger. Ces médicaments rapportent beaucoup d'argent, même s'ils sont maintenant devenus génériques pour certains d'entre eux. Le fait est qu'en tant que consommateur, j'ai un certain nombre d'idées sur ce que nous pourrions faire, mais il y a beaucoup de travail. Nous devrions remettre en question la sécurité de ces médicaments. Je ne comprendrai jamais ce que nous entendions à l'époque. On entendait toujours: les avertissements font peur aux gens. Les avertissements sont problématiques parce qu'ils font peur aux gens. Et on entend encore ça aujourd'hui. Certains luttent même pour supprimer les avertissements qui ont été ajoutés en les accusant d'être la cause des suicides, ce qui est vraiment paradoxal. Et moi, je leur réponds: non mais attendez, vous pensez que les consommateurs sont stupides? Non, ils ne sont pas stupides. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle information aux patients. Quand vous voyez un être cher, et j'ai vu cet article dans The Independent dont vous avez parlé, la femme de Kingston, elle a vu des comportements. Elle aurait pu avoir une chance en reconnaissant ses comportements si elle avait su à quoi ils correspondaient. Comme pour moi, quand Woody était assis par terre en me disant que sa tête était hors du corps, ou quand des patients marchent de long en large
ce qu'on appelle l'acathisie, qui est un effet secondaire relativement courant, les gens ont besoin de connaître ces effets secondaires. Ils ont besoin de savoir, par exemple, aussi ce dysfonctionnement sexuel qui est un énorme problème avec ces antidépresseurs. Si vous ne connaissez pas cette information, vous ne pouvez pas agir. Et beaucoup de gens préfèrent protéger ces pilules parce qu'elles sont rentables, c'est une solution facile. Mais ce n'est pas sans raison qu'on parle de l'importance de l'information donnée aux patients. On a besoin d'un véritable consentement éclairé. Oui, je crois que vous avez mentionné la dysfonction sexuelle post-SSRI, post-ISRS en français. En Oui, sachant, et il faut toujours le préciser, que vous n'êtes pas une scientifique, mais que vous êtes quelqu'un qui a acquis une connaissance approfondie de ce sujet, quelle est votre opinion sur la sécurité des antidépresseurs en général? Ou peut-être plutôt, quels problèmes de sécurité les patients devraient-ils connaître avant d'envisager de prendre ces médicaments? Quelle serait votre propre notice d'avertissement? Quel serait votre cadre noir si vous pouviez l'écrire vous-même? Quels sont les principaux problèmes? tout d'abord, je me demanderais si le médicament doit vraiment absolument être utilisé en première intention. Je veux dire, il devrait se demander, existe-t-il d'autres options non médicamenteuses qui pourraient être essayées en premier lieu, qui auraient un meilleur rapport risque-bénéfice? Ce serait la première chose. Ensuite, je pense que nous devrions absolument disposer de toutes les informations. Le plus dangereux avec ces médicaments, ce sont les arrêts et le processus de sevrage. Certaines personnes n'arrivent pas du tout à s'en défaire. Et il devrait exister une stratégie de sortie claire, mais beaucoup de médecins ne sont simplement pas conscients des effets secondaires, comme l'acathisie par exemple, et ils pensent simplement que la maladie s'aggrave. Alors on les prescribe un autre médicament, et on tombe dans ce cercle vicieux médicamenteux. Il est vraiment important de connaître les risques de dysfonctionnement sexuel post-médication par exemple. On sait que c'est un gros risque, et c'est une question de consentement éclairé. Je pense aussi qu'il est crucial de penser un peu plus en amont. Il n'existe pas vraiment de données fortes pour soutenir l'usage de ces médicaments aux États-Unis. Il ne faut finalement que 2 essais cliniques, et certains de ces médicaments ont été approuvés alors que les résultats des essais cliniques euh, étaient à peine supérieurs au groupe placebo en termes d'efficacité, sans même parler de la sécurité. Alors on se dit, si l'efficacité n'est pas au rendez-vous, s'il n'est pas là, et qu'il y a en plus des problèmes de sécurité, est-ce qu'on n'a pas un vrai problème? Tout ça, c'est très important pour les patients, pour les consommateurs. Mais pour aller encore plus loin, comme je l'ai dit, nous devrions avant tout nous dire, remettre en question cette culture de vite une pilule, cette culture du quick fix, de la solution instantanée. Ça devrait vraiment être notre première option, un médicament. En tant que consommateur, on doit penser différemment. Les médecins et le système médical, parce qu'il s'agit véritablement d'un système, ça ne touche pas que les antidépresseurs, de loin pas, mais l'ensemble du système, il est souvent motivé par d'autres intérêts, des intérêts personnels, des intérêts financiers. Donc, en tant que patient, nous devrions prendre les choses en main. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez décidé de rester proche de la FDA et d'y travailler en tant que représentante des consommateurs, en tout cas d'y représenter les consommateurs? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller plus loin après ces premières victoires que vous avez obtenues et à poursuivre cette représentation des consommateurs au sein de la FDA? Eh ben, c'est une bonne question. Parfois, je me demande pourquoi je suis restée au juste. Non, je plaisante. En fait, à l'origine, je pensais que le problème ne concernait que les antidépresseurs. Mais après, je me suis rendu compte, et assez rapidement en fait, qu'il s'agissait d'un très gros problème systémique lié à la sécurité des médicaments en général. Comment ils sont mis sur le marché et toutes les étapes qui suivent la commercialisation en cas de problème de sécurité. Alors j'ai commencé à voir l'influence des entreprises pharmaceutiques sur la recherche et au sein de toutes les agences gouvernementales, sur le marketing, sur la publicité, les journaux scientifiques, les phénomènes de ghostwriting, d'influence des leaders d'opinion. J'ai commencé à voir cette immense, j'appelle ça une toile d'araignée. Je me suis dit, vous savez quoi?
les dommages seront toujours traités comme étant secondaires. Personne n'a envie dans ce système de parler des dommages. Personne. Et si on y réfléchit, l'objectif de la FDA, c'est de constituer un obstacle pour que les entreprises mettent des médicaments sur le marché. Et cet obstacle, ils en ont fait un business. Moi, je viens du monde de la publicité, du monde du marketing, et j'ai dû approfondir ce sujet, démêler le bon, le mauvais, le laid, dans de très nombreuses industries. Et j'ai fini par me dire, ah mais en fait, attendez, la pharma, c'est une industrie comme les autres. Et dans le domaine de la santé, pendant très très longtemps, trop longtemps, nous avons aveuglément donné notre confiance. Oh, ces hommes et ces femmes en blouse blanche. Hein, nous avons abandonné notre autonomie. Et là, je me suis dit, non, 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 c'est juste une grande, grande industrie de plus. Aucune différence avec l'industrie automobile ou l'industrie alimentaire. Les produits sont différents. Ils devraient être soumis à des normes plus strictes parce qu'en fait, eux peuvent vraiment vous tuer. En tout cas, c'est là que je me suis dit que je pouvais faire entendre ma voix, que j'avais un rôle à jouer en tant que représentante des consommateurs, parce que dans la plupart de ces conseils consultatifs, ceux auxquels j'ai assisté et auxquels j'assiste encore aujourd'hui, il y a très peu de gens comme moi. Au sein du comité consultatif de la FDA, je suis une anomalie parce que je m'intéresse en priorité à la sécurité. Et en voyant comment les médicaments arrivent sur le marché, on se rend compte que la sécurité entre de moins en moins en ligne de compte. L'équilibre risque-bénéfice, théoriquement, il est censé exister. Mais on ne nous parle souvent même pas du tout des effets secondaires. On suppose qu'une fois le produit sur le marché, là, on commencera à s'occuper des effets secondaires. Mais en réalité, les essais cliniques sur ces produits sont réalisés au fil du temps sur un nombre de plus en plus restreint, limité de patients, alors qu'ils seront potentiellement utilisés par des millions et des millions de personnes ensuite. C'est pour ça que j'aimerais m'assurer que la voix des citoyens soit représentée autant que possible et soit entendue, à la voix des gens du quotidien, ceux qui vont consommer au final ces médicaments, qu'ils aient une voix dans certaines de ces conversations. Peut-être que ce sera une seule voix, mais au moins, dans le dossier, dans le compte-rendu, il figurera quelque part que quelqu'un a remis en question le processus. Et quand survient un problème de sécurité potentiel en cours de route, Je dois vous dire que je suis très heureux que vous fassiez ce travail. Je pense que quelqu'un doit être là pour nous représenter, nous les patients, et vous devez parfois vous sentir très seul, entouré de gens qui ont des intérêts très, très différents, et parfois divergents de ceux des patients, aussi bien dans leur esprit que dans leur cœur. oui, c'est très intéressant. J'ai appris au cours de toute cette aventure que même les organisations qui sont censées représenter les patients ou représenter la maladie en elle-même ne les représentent pas vraiment. Ou ils se contentent juste d'obtenir l'argent qu'ils demandent. Beaucoup de ces associations sont financées par les sociétés pharma et elles ne représentent, à mon sens, pas vraiment les personnes qui, comme vous et moi, vont chez le médecin et on fait confiance, on suppose que le médicament il est approuvé par la FDA, donc ça signifie qu'il est efficace, qu'il ne nous fera pas de mal. Je me suis rendu compte en réalité que nous étions le véritable marché. Mais qui nous représente vraiment? Qui représente ce membre de votre famille? Oui, je pense qu'ici vous mentionnez ce qu'on appelle l'astroturfing, hein. Ces fausses associations de patients qui en réalité représentent avant tout les intérêts de l'industrie, beaucoup plus que ceux des patients. Et vous avez également mentionné le phénomène des portes tournantes en Europe. Je pense que nous avons un des cas les plus insensés de portes tournantes avec la présidente actuelle de l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, Emmer Cookie, qui était auparavant employée par le principal lobby pharmaceutique en Europe, donc juste quelques années avant de prendre la tête de l'EMA. Donc c'est complètement insensé. Et aux États-Unis, on a Scott Gottlieb et on en a d'autres qui ont approuvé à la FDA un médicament de Pfizer ou de Moderna et ont ensuite travaillé pour Pfizer ou respectivement pour l'entreprise mère de Moderna. Donc c'est vraiment une situation qui est complètement folle. Je veux dire, vous savez quoi? C'est là que j'ai appris toute cette histoire avec Dan Troy, qui s'occupait des questions juridiques. Oh, mais ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, c'est à porte tournant. Ça devient, quand on comprend le fonctionnement de ce système,
On réalise que c'est simplement du business. En fait, c'est juste un business. C'est là que je pense que si les gens prennent vraiment du recul, malheureusement ils ne le font pas, car encore une fois, quand vous êtes malade, vous voulez juste aller mieux, c'est toute cette idée-là. On ne réfléchit pas vraiment dans ces circonstances. On ne réfléchit pas de manière approfondie. Alors qu'après avoir passé les 20 dernières années à réfléchir à fond à cette question, je me suis rendu compte, heu, c'était très choquant. J'avais l'impression que chaque élément abordé débouchait sur une autre porte, ouvrait une autre porte et je me suis dit: «Attendez, vous voulez dire que les médecins n'étudient pas le fonctionnement de la FDA? Mais si les médecins n'apprennent pas comment la FDA fonctionne, comment vont-ils savoir quelles questions se poser?» Je creusais de plus en plus le sujet et au fil du temps, j'ai réalisé: «Non, non, non, les compagnies pharmaceutiques, en fait, ce sont elles qui dirigent une grande partie des programmes de recherche dans les universités. L'idée que la sécurité, les aliments, ce genre de choses ne sont même pas enseignés dans les écoles de médecine. Tout ce que j'ai pu mettre à plat, ce que j'appelle la toile d'araignée, j'ai créé cette toile avec le patient et le médecin au milieu. Et je peux vous l'envoyer, ce schéma. Vous pourriez le joindre aux notes de l'interview. Si on relie tous ces points, si on voit tout ce système, on se rend compte que ni les patients, mais ni non plus les médecins ne sont correctement informés. Nous sommes tous simplement des pions dans ce jeu et nous sommes piégés dans cette toile. Et ça, c'est un point important. J'essaye d'être invitée dans les écoles de médecine. J'ai été invitée dans quelques-unes d'entre elles et j'y parle. Le titre de ma conférence, c'est «Comment une activiste accidentelle a découvert le dysfonctionnement du système américain de sécurité des médicaments». J'utilise cette image de la toile d'araignée. Je parle d'éléments comme ce qu'on a évoqué, le ghostwriting, la manipulation des leaders d'opinion, des institutions académiques. Et j'ai appris la plupart de ces éléments en me rendant à des conférences internationales où on citait les États-Unis comme le mauvais exemple à ne pas suivre. Et nos médecins et notre système n'enseignent pas du tout ça aux étudiants en médecine. Alors que je pense que c'est un point vraiment très important, il devrait normalement faire partie du programme de toutes les écoles de médecine. Encore une fois, merci beaucoup de faire ce travail de sensibilité. En Suisse aussi, la plupart des médecins n'ont pas la moindre idée de la situation. Les statistiques et leur compréhension n'est pas vraiment un sujet qui est pris au sérieux à l'école de médecine. La formation est très limitée. Donc ils ne sont pas vraiment capables de lire, en tout cas de lire dans le détail les études, à part quelques spécialistes épidémiologistes ou ceux qui font l'effort de se former en cours de route. Et ils ne connaissent pas non plus cette historique de corruption. Il n'y a pas d'informations sur ce sujet-là. Donc ils sont finalement presque aussi ignorants que nous, les patients. C'est vraiment ce même niveau d'ignorance quant au fonctionnement de ce système que vous avez décrit. Oui, c'est vrai. Je voulais aussi vous poser une question sur le Covid-19, parce que bien sûr c'est un grand chapitre à part entière, mais d'une certaine manière c'est peut-être un moment paroxystique, un pic qui a vraiment révélé l'emprise de l'industrie pharmaceutique sur nos vies et l'importance de tous ces réseaux d'influence que vous avez évoqués, qui sont presque des réseaux de corruption à un certain degré, qui sont créés et entretenus par l'industrie pharmaceutique. Quel est votre point de vue sur ce qui s'est passé pendant la crise du Covid et en particulier sur ce domaine que vous connaissez bien, le processus d'approbation et aussi le suivi de la sécurité post-approbation, tous ces sujets que vous maîtrisez? Bien sûr. Tout d'abord, je ne l'ai jamais vraiment abordé dans mon travail. Je n'ai jamais travaillé dans ce domaine-là, celui de la sécurité des vaccins. Mais quand le Covid-19 est arrivé, que j'ai commencé à observer ce qui se passait, je me suis dit, bon, pour commencer, on donne à une entreprise comme Pfizer, que je connais bien, une immunité juridique totale contre tout préjudice causé dans le futur. Et là, c'est une ampoule qui s'est allumée dans ma tête. Quoi? Les entreprises qui ont payé le plus d'amendes par le passé, c'est à elles qu'on accorde une immunité juridique totale. Pour moi, c'était un énorme signal d'alarme. Ensuite, tout a été accéléré en utilisant cette autorisation d'utilisation d'urgence. Et je vois maintenant beaucoup de médicaments, de plus en plus en fait, qui arrivent sur leur marché en utilisant un de ces mécanismes de suivi rapide. Ce qui signifie qu'ils seront évidemment moins axés sur la sécurité, parce qu'il s'agit d'aller vite, de faire approuver le produit et de le mettre sur le marché. Quand je repense au programme mis en place durant le Covid, ils ont fait passer les gens du groupe placebo dans le groupe vaccin, euh, et ils l'ont fait assez rapidement dans l'essai clinique. Donc cet essai clinique, il a perdu beaucoup de sa valeur.
Et encore une fois, je ne suis pas une scientifique, mais je crois me souvenir qu'on doit toujours garder un groupe placebo et un groupe contrôle. Un groupe contrôle, n'est-ce pas? On a perdu ce groupe contrôle sans discussion réelle sur les conséquences de cette perte. Et ça aurait été quelques-uns des premiers signaux d'alarme à mes yeux. Ensuite, c'est devenu un jeu de marketing. Et ça, j'ai pu le constater au niveau du marketing. Ah, si vous faites l'autre vaccin, vous pouvez recevoir un donut gratuit par jour pendant 1 an. Et là, je me suis dit, en fait, c'est une campagne de promotion, c'est une campagne de marketing. Dans mon métier, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais d'habitude, on ne le fait pas pour un vaccin. Tout ça, c'est du marketing. Cette façon aussi d'utiliser la peur, d'utiliser les médias, c'était en quelque sorte une grande démonstration de marketing, de l'usage des médias euh, et de l'action du gouvernement aussi dans la même direction. Et ensuite, quand il s'est agi d'obliger les gens à prendre ce vaccin, ils ont supprimé des libertés, on l'a positionné comme une solution, la solution unique pour tout le monde. Et j'ai appris dans le cadre de mon travail sur la sécurité des médicaments, d'abord que nos corps sont tous très différents. Même fonctionnant Woody, euh, il y avait des gens, et j'ai entendu ça pendant des années, moi j'ai pris les antidépresseurs et je vais très bien. Ça ne veut pas dire que tout le monde va très bien. Donc cette idée d'une solution unique pour tout le monde, en soi, elle était aussi très inquiétante pour moi. Encore une fois, en observant cet effort parfaitement coordonné dans le monde entier, qui impliquait à la fois les médias, les représentants du gouvernement, tout le monde en chœur disait la même chose. Ils parlaient tous exactement dans la même chose. Et moi, si j'étais responsable de relations publiques de notre entreprise et que je voulais donner des sujets de conversation à tout le monde, je leur donnerais une feuille, la même feuille, et tout le monde parlerait à partir de cette même feuille. Quand tu commences à voir ça, à relier tous ces points, euh, quand tu vois ces signes clairs d'un effort mondial de marketing coordonné, cet effort de marketing, parce que c'était du marketing, ça n'a pas permis d'arrêter le virus. Tout était basé sur la peur. Et j'ai toujours pensé que cette notion de médicament, en général, si on commence à observer vraiment ce qui se passe, on utilise ces deux leviers, la peur et l'espoir. Et ces deux éléments sont en fait les deux faces d'une même pièce. Leur positionnement, le choix judicieux du timing, etc. Quoi qu'il en soit, voilà quelques-uns des premiers signaux d'alarme durant le Covid pour moi. Et c'est drôle parce que j'ai ici tout ce que j'ai fait au fil des années, mes notes sur les antidépresseurs, mes observations aussi sur la crise du Covid. Et il y a tellement de similitudes entre les deux sujets. Je pense en tout cas que les essais cliniques auraient dû être plus sérieusement conçus et ne pas pouvoir utiliser certains médicaments repositionnés pour soigner les gens était aussi un gros problème. En fait, il y avait vraiment beaucoup de problèmes durant la crise du Covid. Et l'une des bonnes choses, à mon avis, qui est ressortie de cette crise, c'est que beaucoup de gens ont fini par ouvrir les yeux, que ça a jeté la lumière sur un système qui est en réalité corrompu depuis très longtemps sans que les gens ne s'en soient aperçus. Oui, et je pense que ça pourrait être une des bénédictions inattendues de cette crise du Covid. Le nombre de médecins, le nombre de patients aussi, qu'on lit sur Internet et qui disent que cette crise leur a ouvert les yeux et qui sont devenus bien plus conscients de ce problème de corruption lié à l'industrie pharmaceutique, du manque de fiabilité de la FDA, de l'IME, etc. Ça représente un changement positif qui pourrait avoir des conséquences positives sur le long terme. Et peut-être que la nomination de Robert Kennedy Jr. en tant que chef du HHS par Donald Trump est un signe supplémentaire qui confirme que les temps sont en train de changer. Ça aurait été complètement impensable il y a encore quelques années. Je voulais vous poser une question parce que vous avez suivi l'arrivée des nouveaux médicaments avec un œil très attentif. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les médicaments auxquels on n'est pas en train de s'intéresser suffisamment alors qu'ils pourraient potentiellement poser des problèmes de sécurité qu'on ne mesure pas suffisamment aujourd'hui? Je sais, j'ai lu que vous aviez posté quelques tweets sur les médicaments comme l'Ozempic.
ou le dépôt Provera. Est-ce que ces médicaments sont potentiellement problématiques ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vous inquiètent un peu plus? Oui, alors en effet, sans aucun doute, les GLP-1, hein, le Ozempic, le Wegovy, encore une fois, je m'intéresse en particulier aux médicaments qui ont un attrait de masse, ceux qui ont le potentiel de ramener beaucoup d'argent et où de grands efforts seront déployés. Et ces problèmes de santé qui sont liés au mode de vie, ça je l'ai appris il y a longtemps, ils sont très porteurs financièrement. Les antidépresseurs, ça s'attaque au mode de vie. Les statines, c'est le mode de vie. Ce genre de médicaments, c'est ce dont nous devrions le plus nous inquiéter. Le fait que l'Ozempic, je vais revenir à un sujet que j'aime toujours bien suivre. Il s'agit de la JP Morgan Healthcare Conference qui a lieu tous les ans en janvier. Et c'est là en fait qu'ils vont récolter les fonds. C'est tout l'aspect financier de ce business du médicament. Et ils sont intervenus, ils sont revenus en mode présentiel l'année dernière, après le Covid. Et les deux domaines qui, selon eux, représentent le plus grand potentiel commercial, ce sont les médicaments pour la perte de poids, justement, et tout ce qui touche à la maladie d'Alzheimer. Et pour moi, évidemment, ça, c'est un gros, gros signal d'alarme. Donc, il va falloir suivre cette situation de près parce qu'il y a énormément d'argent à gagner dans ces deux domaines et il s'agit uniquement de ça, de faire de l'argent. Donc, quand je regarde le cas de l'Ozempic, j'ai des amis qui sont agents de réassurance. Donc, les réassureurs, ce sont ces compagnies d'assurance qui assurent des entreprises pour les futurs procès. Et j'ai essayé de trouver, bien sûr, quelqu'un doit y arriver, et doit le dire publiquement, mais le bruit court qu'ils disent aux gens, aux entreprises pharmaceutiques de mettre un demi-milliard de dollars de côté chaque trimestre pour les procès à venir sur ces nouveaux médicaments. Parce qu'ils savent qu'il y aura des procès, aucun doute là-dessus. Et il s'agit juste d'engranger un maximum de profit avant que le temps ne se gâte. Donc, encore une fois, c'est exactement ce qui s'est passé avec les antidépresseurs. Euh, Nous savons que les gens seront atteints dans leur santé par ces médicaments, mais on les traite comme des dommages collatéraux acceptables qui vont se produire. C'est un coût pour le business, mais ça n'empêche pas de gagner beaucoup d'argent. Alors oui, les gens vont perdre du poids, mais on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. On voit une partie de la réalité, on voit certaines choses maintenant, mais on ne sait pas ce qui se passera sur le long terme. Et les gens devraient vraiment réfléchir à deux fois avant de prendre ce type de médicaments. Je regarde les médicaments qui ont été soumis dans ma commission de la FDA. Ils portent sur la maladie d'Alzheimer, la démence et les maladies apparentées. Et là aussi, autour de la démence, la psychose liée à la démence, je me suis dit, ouh là, ça c'est un nouveau domaine aussi, un domaine de plus. Et une fois de plus, même question que tout à l'heure, pourquoi ne pas se poser les questions en amont? Regardons ce qui va causer ces problèmes en premier lieu. Et on a perdu l'habitude de raisonner de cette manière-là. Ça fait partie de notre culture, cette culture de la solution rapide. Et ce sont les problèmes liés au mode de vie. Ces deux points ont de grandes répercussions sur les médicaments. Donc, c'est ces situations-là que je suis actuellement. Et je n'ai pas besoin de le faire beaucoup parce qu'il y a d'autres personnes qui le font, mais je m'interroge aussi sur tous les cancers. Parce que en termes de résultats, avec tout l'argent qu'on dépense pour la recherche contre le cancer, notamment dans le programme Moonshot, par exemple, euh, je l'ai vu depuis mes débuts dans la défense des droits des consommateurs, tout l'argent va pour les enfants, pour le cancer. Donc, je suis allée aussi à Washington pour parler du financement et je me suis dit, avec tout cet argent dépensé pour le cancer, comment se fait-il qu'on ait si peu avancé, qu'on soit en fait encore moins bien loti qu'avant, malgré tout cet argent investi dans la recherche? Oui, je pense en effet qu'Alzheimer et le cancer sont deux exemples. Dans ces deux cas, on connaît des approches qui sont valables, fondées sur les interventions sur la diète, la supplémentation, l'utilisation de médicaments repositionnés. Et ces approches sont systématiquement attaquées, même quand elles semblent prometteuses et qu'elles pourraient donner des résultats, probablement si on les utilisait systématiquement et si elles faisaient au moins l'objet d'essais cliniques randomisés, robustes, à large échelle, organisés et financés. Et c'est vrai que dans ces deux domaines, Alzheimer et le cancer, euh, il y a fort à parier qu'il y ait anguille sous roche. Oui,
Je vais revenir à une chose simple que mon mari me disait. Kim, si tu veux aller au fond des choses, il faut suivre l'argent. Et quand on commence à raisonner de cette manière-là, on vérifie s'il y a des médicaments repositionnés qui sont disponibles pour aider, alors qu'un nouveau traitement qui coûte très très cher est en train d'arriver. Et il faut suivre cet argent. Où va l'argent? D'où vient l'argent? Il s'agit aussi de savoir sur quoi est-ce qu'on se concentre. Euh, et là, c'est peut-être un point de vue un petit peu cynique, mais les patients sont des clients. Et si on considère la santé uniquement comme un business, eh bien, il faut des clients. Et donc, il faut des maladies, il faut des malades. Il faut garder les gens. Il n'est pas vraiment souhaitable que l'effort porte sur leur santé. Ce n'est pas là qu'on peut faire de l'argent. Ça devrait être le cas parce qu'il s'agit d'êtres humains, c'est du moins ce qu'on pense, mais ce n'est pas le cas. Et je vais évoquer quelque chose que j'ai trouvé fascinant, qui fait partie de cette idée de vendre la maladie. Et cette stratégie du berceau à la tombe qui consiste à garder les gens dépendants de produits pharmaceutiques. Le PDG de Merck, dans une interview au magazine Fortune ou Forbes, je ne sais plus, dans les années 70, 70, a déclaré qu'il voulait que ça ne pouvait pas continuer à vendre des produits pour soigner des malades, qu'il fallait vendre des produits à des gens en bonne santé et en avoir toute une panoplie comme une chewing-gum de Wrigley, proposer un produit pour chaque individu. Et ça, j'ai vraiment le sentiment que depuis lors, ça a été l'attitude de l'industrie pendant très très longtemps. Et qu'aujourd'hui, cette industrie est devenue tellement énorme qu'on a peut-être complètement perdu ce cap de simplement revenir à la santé et au bien-être des gens. Eh bien, on pourrait pratiquement s'arrêter là parce que c'est un message très important que vous venez de nous transmettre. Mais j'aimerais quand même peut-être vous poser une dernière question. Vous avez passé plus de 20 ans à mener une bataille qui s'est révélée très difficile contre des intérêts très puissants. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir le coup et quels sont vos espoirs pour l'avenir? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Vous savez ce qui me fait avancer? Ce qui me fait avancer, c'est que les gens me contactent tout le temps. Des gens qui ont perdu quelqu'un, exactement comme moi, j'ai perdu Woody. Et ces gens me demandent, mais comment ai-je fait pour ne rien voir? Ils sont en train de vivre maintenant ce que j'ai vécu il y a 20 ans. Et ils recollent les morceaux ensemble. Pour moi, ça signifie que mon travail n'est pas terminé. Parce que je souhaite vraiment atteindre le public non averti, qui est dans la même situation que moi, qui n'a pas la moindre idée de la réalité de ce business. Et c'est ça qui me fait avancer. C'est ma raison d'être. Je crois il y a tellement de pouvoir en vous, en moi, en nous en tant qu'individus. Et malheureusement, nous avons abdiqué ce pouvoir. Nous l'avons abandonné aux entreprises. Et j'aimerais vraiment que les gens prennent du recul et réalisent que personne ne se souciera d'eux plus qu'eux-mêmes, de leur santé, du bien-être de leur famille. C'est leur responsabilité. Le gouvernement ne s'en préoccupe pas vraiment, les médecins non plus, parce que ce ne sont pas eux qui doivent vivre avec les conséquences. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Ça me permet d'avancer et ça me donne l'espoir que peut-être une bénédiction ou une lueur d'espoir qui pour moi est ressortie de la crise du Covid. J'ai l'espoir que les gens s'éveillent à la question. Peut-être que les gens à Washington, j'ai toujours dit aussi longtemps qu'il n'y a personne au pouvoir pour changer les choses. Moi, je me suis battue de l'intérieur, mais ça ne marche pas. J'ai l'impression parfois de me casser la tête sans résultat. Je veux faire entendre ma voix et je serai toujours là. Mais la réalité, c'est que les choses changeront quand la base sera unie au sein de ces agences par quelqu'un au sommet qui comprendra vraiment ce pourquoi nous nous sommes battus. Espérons que cela se produira bientôt. Oui. On peut l'espérer, et vu les circonstances actuelles, les circonstances politiques, on peut l'espérer, mais enfin, on verra bien. Kim Vichak, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview et merci pour tout ce que vous faites pour nous autres patients, pour nous, les gens ordinaires. Nous vous en sommes vraiment très reconnaissants.